À cette occasion, nous avons retrouvé parmi les témoins vivants de la guerre 39-45 des hommes et des femmes qui sont allés à l'extrême écart du monde des vivants, presque au bout de la vie, et qui, grâce à Dieu ou au hasard, comme vous le voudrez, en sont revenus vivants avec une belle histoire à raconter. Voici donc quelques belles histoires d'une sale guerre. On a tous l'impression qu'on n'en revient pas. C'est impossible de sortir d'un enfer comme ça. C'est impossible, surtout dans l'infanterie. On suit les chars d'assaut, on est dans le combat continuellement. Alors c'est impossible que vous voyez tomber à gauche et à droite des copains, des amis, des hommes. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'on dit toujours, ça arrive toujours aux voisins, mais on avait derrière la tête, éventuellement, de quelle façon je vais le recevoir? Est-ce que je suis blessé ou est-ce que je suis tué? Heureusement, dans mon cas, j'ai été blessé. 2 fois. Bon, la première fois, c'était une balle dans la cuisse, rien de grave, rien de brisé. Mais la deuxième fois, j'ai failli perdre la jambe. C'était un shrapnel, c'était un tigre, des Tigers, les fameux chars d'assaut allemands qui sont arrivés de côté dans la contre-attaque. La contre-attaque, c'est ce qui est le plus terrible. Ah oui? Parce que vous prenez une position, vous êtes épuisé, vous manquez de munitions, puis là, il pleuvait. Et puis c'était durant la période d'été, il y avait certaines... Alors nous étions dans la boue, les gens étaient tout mouillés, puis là, la contre-attaque allemande, c'est fait. On n'est pas prêt, il faut se réorganiser, il faut voir du renfort. Alors, le char d'assaut est arrivé, puis là, j'ai été chercher, on est parti pour aller chercher des blessés, parce que la compagnie D avait été complètement, presque détruite entièrement. Et puis nous avions entré beaucoup de prisonniers, mais les prisonniers qui se rendaient étaient plutôt des bonhommes qui venaient de Pologne, d'Ukraine ou d'ailleurs, que les Allemands avaient costumés et qui envoyaient en avant d'eux. Mais derrière eux, c'était les SS. On avait le Hermann Göring Division, nous avions le 12 Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. Alors nous avions des régiments, des divisions d'élite fanatisées, mais qui ne se rendaient pas, ne faisaient pas de prisonniers. Et puis on attendait de tirer. J'attendais de tirer. Je voyais les Allemands, je tirais, ils tuaient nos blessés. De toute façon, lorsque j'ai fait la dernière action, j'avais 8 hommes avec ma 4 à gauche, 4 à droite, et je faisais signe à ma dernière section de reculer, prendre position, parce qu'on avait sorti les blessés. On a sorti les blessés qu'on a pu sortir. Et puis, juste comme je me tourne la tête vers ma gauche, le char d'assaut sort derrière une botte de foin. Puis il a tiré, c'est le fameux 88. Puis il a frappé le coin de la ferme à Beauvoir. C'était ce qu'on appelle un HE, high explosive. Ça jette des shrapnels, des morceaux d'acier. Mes hommes, quand ils l'ont vu, c'était un petit chemin étroit, ils se sont lancés à terre, ils se sont couchés tout de suite. C'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Alors, l'obus a frappé le coin de la ferme, et puis j'ai reçu un shrapnel à travers le pied. Et puis, mes hommes l'ont tous reçu dans le corps. Si j'avais vu le char d'assaut, j'aurais fait comme eux, je me serais jeté à terre. Et au lieu de l'avoir dans le pied, je l'aurais eu dans le corps. Alors, mes 8 hommes, ils sont tous morts. Et je les voyais rouler encore, je les voyais... C'est assez tragique. Elle m'a dit, mon pauvre Fernand, il y en a plusieurs de morts. J'ai dit, écoutez, je le sais, les miens sont là aussi. Et puis, je pense que j'ai perdu 28 hommes cette journée-là. Presque la moitié de mon peloton. Et tous des bonhommes extraordinaires, assez bien entraînés. Et puis, j'ai été évacué. J'ai regardé sur mon ticket, on m'a donné des piqûres de morphine, évidemment. Puis à chaque fois qu'on vous donnait une piqûre de morphine, on faisait un trait noir sur votre front. J'en avais 3. Alors, ça veut dire que j'avais la limite, parce que c'était très douloureux. Et puis, j'avais mon tag, et pour une étiquette, c'était marqué dessus SW, ce qui veut dire en anglais Seriously Wounded. Puis quand j'ai été évacué sur Bayeux, et là, j'ai vu mon ticket encore avant de prendre le bateau pour retourner en Angleterre où j'ai été opéré. C'était marqué amputation. Alors j'ai dit, je perds la jambe. Mais en s'en allant entre l'endroit de notre hôpital de campagne et Bayeux, où on faisait l'évacuation vers l'Angleterre, j'ai un de mes bons camarades d'Écarie qui était tué dans le Jeep où on était transporté. Parce qu'on avait converti des Jeeps, on mettait deux brancards en bas, et 2 brancards en haut. J'étais sur le haut, moi, j'étais le moins pesant, là, évidemment, les gens montaient, les pesants en bas. Puis ils m'ont mis en haut, puis ils nous attachaient, là, pour pas bouger. Puis à un moment donné, en s'en allant vers l'hôpital, dans une petite route de campagne en Normandie, pas loin de Bayeux, les avions allemands ont commencé, les Stuka, à descendre, et puis ils nous ont envoyés, puis ils nous ont, ce qu'on appelle en bon français, mitraillés. Strafing. Alors, les balles tombaient de tous les côtés, ça fait que le chauffeur
puis le type, le brancardier, se sont sauvés. Ce qu'il fallait faire, se sont jetés tous les deux, chacun sur le long de la route, dans des fossés. Alors j'étais pris en haut, j'étais encore un peu conscient. Je dis que là, qu'on commence à être nerveux parce qu'on ne peut rien faire. Attaché en plus, et puis on est blessé. attaché sur cette civière pour ne pas tomber en bas. Oui, et blessé. Et puis là, blessé, et puis rempli de médicaments. Et puis là, vous savez, là, c'est là qu'on commence à réaliser que... Et puis, ils ont passé une couple de fois, comme ça, puis il y avait d'autres ambulances en avant, ils tiraient les ambulances. Hein. Et puis à un moment donné, il y a une balle qui a tué mon ami Descarrés qui était en dessous de moi. Il était blessé, lui, mais pas tellement gravement. Et c'est ce qu'il a fait. Il était sur en dessous de moi. Mais lorsque je suis arrivé en Angleterre, là j'avais le pied enflé. Il m'avait mis une espèce de grillage autour du pied. Et les médecins qui m'ont opéré, je me souviens très bien, vous savez, ils étaient 5 ou 6 médecins, un à côté de l'autre, sous la tente, nus jusqu'à la ceinture, avec leurs masques, qui opéraient sur des tables d'occasion sur du gazon. Et puis, je me souviens très bien que l'infirmière qui m'a donné l'injection quand je suis parti, elle m'a dit, en anglais évidemment, elle m'a dit « Mon Dieu, que vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? » Ben, je dis « Madame, nous sommes ici. Hein. Ils sont tous ici pour la même cause. » Alors, elle m'a donné mon injection. Moi, je lui ai dit, juste avant de partir, « Mon Dieu, vous allez dans des beaux yeux. » Et puis, là, j'ai été opéré. Et le médecin a décidé qu'au lieu de faire une amputation, qu'il pouvait sauver la jambe. C'était un jeune médecin, je me souviens très bien de lui. Son visage ruisselant, la sueur lui coulait au bout du nez, là, il opérait. Puis quand il avait fait une opération, elle allait à l'autre table. Un peu le film MASH. C'était un peu ça. Et puis quand je me suis réveillé au bout de 3 jours, la première réaction que j'ai eue, c'est de lever mon drap de lit pour voir qu'est-ce que ça avait l'air. Une jambe partie. Parce que la première chose que je me suis dit, comment je vais conduire ma voiture? C'est ça qui m'inquiétait. Et puis j'ai vu cette belle catin, j'avais le pied alors. On avait sauvé mon pied, mais ça a pris du temps avant que je puisse remarcher encore. J'ai marché longtemps avec des béquilles.